c'est Alexis Plourde. J'ai 35 ans, j'ai été diagnostiquée à 30 ans, donc on appelle ça un diagnostic tardif. Puis, Alexis, t'as quand même, c'est ça, là, par rapport à ton diagnostic tardif, t'as aussi un parcours, j'ose dire, atypique là-dessus, dans le sens que t'as reçu un diagnostic de santé mentale avant ton diagnostic, en fait, justement, d'autisme. Effectivement. Mm-hmm. Puis, comment est-ce que tu veux peut-être nous parler un peu plus, justement, parce que ça a été difficile pour toi d'avoir le diagnostic autiste? Oui. Au niveau de le diagnostic de santé mentale, en fait, c'est un diagnostic... Au départ, c'est un diagnostic de trouble délirant. Mm-hmm. Puis j'ai fait plusieurs essais de médication, puis on s'est rendu compte que j'avais des symptômes positifs et négatifs, donc plus de la schizophrénie que du trouble délirant. OK. Puis au moment où j'ai commencé à avoir un psychiatre, j'ai commencé à me poser des questions. En fait, je me posais déjà des questions sur l'autisme. Puis j'en ai parlé à mon psychiatre et cette personne-là m'a dit je vois rien chez toi qui montre que tu pourrais être autiste. OK. Puis ça, c'était à quel âge environ? 24 ans. OK. 24 ans, puis t'as reçu ton diagnostic à 30 ans. Ouais. Fait qu'on a quand même un bon 6 ans là, de... Faisons les maths et soyons indignés ensemble. OK. Fait que oui, à 24 ans, c'est ça, puis tu t'es fait répondre que on voit pas de signes autistes. Exactement. Puis à toutes les fois que je revoyais cette personne-là, je lui apportais des éléments. Je fais ci, je fais ça, puis peut-être... Mais j'y apportais juste 2-3 éléments à la fois. Puis quand elle me posait des questions, elle me posait des questions ouvertes. Donc j'étais pas capable de répondre, puis elle me posait des questions quasiment sur le coin d'un bureau. Donc ça fait que j'ai pas été capable de la convaincre que peut-être, ne serait-ce que de passer un examen en fait. Parce que cette personne-là, elle me posait 2-3 questions comme je le disais, puis elle disait je te passerai pas l'examen parce que d'après ces 2-3 questions-là, t'es vraiment pas, tu sais, j'ai peut-être un doute, mais non. Okay. Oui. Puis toi, c'était... Tu sais, tu dis que t'avais des doutes. Est-ce que c'était pourquoi t'avais des doutes que peut-être que t'étais autiste? En fait, plusieurs affaires. La première affaire qui me vient en tête, c'est le fait qu'au niveau de la nourriture, j'étais très sélective. Ma mère avait vécu la même chose étant jeune, donc elle était très patiente avec moi, puis elle me faisait pas de la nourriture que j'aimais pas. Fait que ça, j'ai été chanceuse à ce niveau-là. Autre chose... Ça, c'est une question un peu ouverte, je sais pas. Il y a pas de problème. En effet. OK, ouais, ben c'est ça. Parce qu'en fait, de ce que tu me racontes, pour revenir justement, en fait, que tu as vraiment dû insister là, pour éventuellement là, avoir l'évaluation, c'est qu'en fait, il y a plusieurs... je trouve qu'il y a plusieurs pièges qui rendent encore plus difficile le fait d'avoir accès à une évaluation. Ben, premièrement, pas juste dans la sphère de la santé mentale, mais en règle générale, particulièrement au Québec, il est souvent rapporté qu'on doit justifier le fait de se faire passer un test. Tandis que, mettons, dans nos droits en tant que personne qui reçoit des soins médicaux, c'est dans nos droits de recevoir les tests qu'on juge pertinent de recevoir. Même si le point de vue du médecin là, peut être pertinent. Mais il y a aussi le fait que, puis j'avais jamais pensé à ça en fait là, avant notre discussion, mais est-ce que les questions sont adaptées à ton profil? Non. Ben c'est ça. Tu sais, les questions sont... Même là, en fait, ça va d'emblée discriminer quelqu'un. Puis tu sais, justement, se poser ces questions-là ouvertes. Les mêmes questions que j'ai posées. Laetitia ne devient pas évaluatrice. Non, je ne deviendrai pas psychiatre. Écoutez pas. Mais si tu veux peut-être un petit peu, Sandrine, parce que là, on a parlé de la neurodivergence. Oui. Si tu veux définir ce terme, parce que c'est souvent Sandrine, en fait, qui définit les termes dans le podcast. C'est ça, absolument. Ben, en fait, on vous explique pourquoi. C'est surtout moi qui fais les recherches pré-enregistrement. Puis voilà, fait que c'est pour ça que je tiens le gros bout du bâton, mettons, là. Puis là, j'ai écrit des messages subliminaux à Laetitia depuis le début des podcasts. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, donc la neurodivergence, c'est un mot, en fait, un concept qui a été créé en 1998 par Judy Singer. À ne pas confondre avec, comme on faisait la blague,
Julie Snyder. Pas la même personne. Je savais pas si t'allais le dire ou pas. Oui, donc notre chère Judy, dans le fond, c'est une sociologue et chercheuse australienne qui c'était la première à avoir abordé ce terme-là. Mais néanmoins, je filais coquine et donc je suis décidée d'y aller avec plutôt la définition de Mélanie Ouimet, qui est plus locale parce que dans le fond, là, c'est une consultante en recherche sur l'autisme et la fondatrice du mouvement francophone de la neurodiversité. Elle est québécoise et elle a publié un excellent article là, dans la presse qui s'intitule Qu'est-ce que la neurodiversité? Je conseille à n'importe qui nous écoute en ce moment puis qui s'intéresse un peu plus là, à aller le lire. Il est incroyable, il est accessible. On pourrait mettre le lien. Oui, on va mettre le lien. Laetitia va mettre le lien. Laetitia va mettre le lien. Donc, oui. Donc, selon notre chère Mélanie Ouimet, en fait, là, la neurodiversité, donc ça, c'est pas exactement pareil que la neurodivergence, mais c'est l'infinie diversité qui provient d'une combinaison de facteurs innés et acquis qui interagissent entre eux et avec l'environnement pour former l'individualité de chaque être humain. Belle définition, un peu difficile à se l'imaginer concrètement. Ouais. Donc, plus concrètement, en fait, là, c'est l'idée selon laquelle chaque humain va avoir son propre fonctionnement, va avoir ses propres caractéristiques, et en particulier la neurodivergence, c'est que tu vas même avoir en fait des gens que leur fonctionnement va être un peu plus différent que tout ça. Puis donc, ça va regrouper. Oui, mais ça va regrouper en fait. Il y a l'autisme, comme on va parler avec toi, mais il y a aussi d'autres divergences cognitives, comme le TDAH, qu'on entend quand même souvent parler, dysphagie, dysorthographie, dyslexie, douance, donc... Hypersensibilité aussi. Oui, c'est vrai, hypersensibilité. Ouais. Donc, J'ai de la Tourette. Ah, j'ai de la Tourette. Merci. Ouais. On en ajoute, mais c'est ça. Donc, on peut aussi inclure déficience intellectuelle. Donc, peut-être que moi, avec des exemples, tu vois, c'est comme ça que je comprends un petit peu plus la définition. Donc, c'est un petit... ça englobe tout ça, là, la neurodivergence. Absolument. Puis, je veux aussi ajouter, en fait, comme petite précision que dans la liste qu'on a nommée, il y en a certains qui sont des diagnostics. Ouais. Il y en a certains qui ne sont pas des diagnostics, qui ne sont pas des troubles. Par exemple, l'hypersensibilité, ça peut être un trait qu'on va retrouver dans certains troubles, mais ça peut aussi être présent sans même avoir de troubles. Ouais. Fait que c'est ça. Pareil pour la douance, qui est à proprement parler ni un diagnostic, ni un trouble. Donc, voilà. J'aimerais ajouter d'ailleurs aussi que dans la communauté autistique, on n'aime pas tellement le terme trouble parce qu'en fait, on s'identifie comme autiste, c'est vraiment une identité. Puis, bien qu'on ait des difficultés en lien avec l'autisme, les avis à ce sujet-là, c'est vraiment partagé. C'est ça, que c'est pas le sens du mot trouble. Ça serait intéressant, même à un moment donné, de vraiment regarder la définition du mot trouble parce que c'est vrai que c'est différent, ça va être différent que moi, mais pourquoi l'autisme serait un trouble puis moi ça serait pas un trouble, c'est... Absolument. En fait, là, je pense que ce qui est intéressant dans ce que les deux vous apportez, c'est que, puis tu l'as tellement bien nommé, là, c'est que oui, il y a certaines difficultés qui vont être liées à ça, mais est-ce que les difficultés sont liées à l'autisme ou le fait que, comme, à la divergence qui est l'autisme, dans le sens que, est-ce que c'est une difficulté qui est associée à toi? Ou c'est une difficulté qui est associée au fait que peut-être ton environnement n'est pas adéquat pour toi. Ouais. Puis ou un environnement qui te demande trop à toi de t'adapter et jamais à lui de s'adapter à toi. Ouais, je trouve ça beau, puis ça me fait aussi penser, j'avais regardé une vidéo, mais là c'était vraiment plus handicap physique. Puis c'était des joueurs de basket, tout le monde est dans une chaise roulante, ils jouent au basket, puis là on les voit jouer, puis là le monde se fonce dedans, c'est vraiment drôle, ils tombent et tout. Puis par la suite, quand la game se termine, tout le monde se lève, commence à marcher, à part une personne qui reste en chaise roulante. Puis en fait, c'est une gang d'amis. Puis dans la gang d'amis, à place que ça soit la personne qui a l'handicap physique qui s'adapte aux autres, c'est la majorité du monde qui se sont adaptés à cette personne-là. Puis souvent, j'ai l'impression que lorsqu'on va parler d'adaptation, ça va être majorité-minorité. Si t'es minorité, c'est à toi de t'adapter. Moi, j'avais trouvé vraiment ce beau, puis je pense que ça peut être un bel exemple de pourquoi ça devrait être les personnes
qui vivent avec l'autisme qui devraient s'adapter et non la société. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est comme là, on parle dans cette optique-là, mais tu sais, des fois, c'est même pas une question là, de diagnostic, mais par exemple, tu sais, moi, j'avais lu une fois la phrase qui disait « Pourquoi c'est toujours aux introvertis de s'adapter aux extravertis quand on leur dit de parler plus? » Puis on dit jamais aux extravertis de moins parler à eux, par contre. Là. Exactement. Puis ça s'applique pas partout, mais dans le sens que j'aime beaucoup ton idée de la minorité versus la majorité. Je pense qu'on a comme tellement tous à bénéficier ensemble. Et d'ailleurs, ce qui m'amène à mon prochain point. En fait, là, la neurodiversité est non seulement là, comme un beau mot à 1000$, c'est également un paradigme scientifique. En fait, là, c'est donc que ça souhaite orienter la recherche, ça souhaite orienter là, comment on va aborder là, la science pour justement enlever la notion de diagnostic et de trouble, de dire que la neurodiversité, c'est une différence. Ce n'est pas un trouble, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une lacune, ce n'est pas un handicap, c'est une différence. Ben, je pense que ça va bien avec ce que tu as nommé Alexis. C'est ça, exactement. On a fini notre explication de la neurodivergence? Oui. Là, Puis, vas-y. Je vais aller direct dans les questions. Oui, moi, je t'ai prête à te poser plein de questions, Alexis. C'est parce que t'as-tu l'ancien... Ok, moi, je veux vraiment dire le dernier point pourquoi on a choisi la neurodivergence. Vas-y, je te Mais laisse. avant qu'on change de sujet, Oui, vas-y. Coupe-nous, là. tu sais, il faut faire attention quand on dit que c'est pas un handicap, parce que je sais, j'ai pas à peine dit ça, c'était pas un trouble. Ça va peut-être être contradictoire, mais tu sais, comme moi, je suis officiellement handicapée. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher cette notion-là, parce que je perdais tout le temps mes jobs, puis que ça devient difficile à un moment donné de vivre financièrement. Ouais. Donc, je suis allée chercher cette notion, en tout cas. Ce terme-là. Ouais, ce terme-là pour recevoir de l'aide, pour recevoir Exactement. peu importe quelle sorte d'aide, là. Puis c'est vrai que dans la société, tu sais, on essaie beaucoup, dans le podcast, on dit, tu sais, la personne n'est pas son trouble de santé mentale, tu sais, c'est un humain avant tout, mais c'est vrai que dans la société, souvent pour recevoir de l'aide, pour participer à certains programmes, il faut avoir un diagnostic. Donc c'est sûr que c'est quand même contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Puis, j'ai oublié ce que j'allais dire, puis c'était pertinent. Oh non. Zut. Mais je sais qu'avec la schizophrénie, des fois, j'aurais aimé ça que ce soit considéré comme un handicap, parce que des fois, c'est vraiment difficile malgré la médication. Ouais. Puis, j'étais trop fonctionnelle. En fait, puis ça, c'est quelque chose qu'on va parler là, un peu plus loin, mais c'est l'aspect comme, souvent en fait, la sévérité d'un trouble ou quoi que ce soit va être évalué en fonction là, justement du fonctionnement de la personne. Sauf que parfois, pour maintenir un bon niveau de fonctionnement, il faut que tu t'épuises. Parfois, tu es capable d'être fonctionnel, mais comme... Puis tu es capable, en fait, là, peut-être de socialiser avec les autres, puis comme le cacher le plus possible. Ouais, mais quand tu reviens chez toi, là, t'es 3 jours à pas pouvoir socialiser parce que t'as mis toute ton énergie là-dessus. Que, tu sais, après, c'est pour ça, en fait, là, que le podcast, on veut nuancer, puis on veut même critiquer certaines choses qui sont mises en place, parce que, même s'il y a des raisons pourquoi c'est utilisé comme ça, il y a aussi certains inconvénients. Puis, ça me ramène un peu, en fait, là, à l'épisode 1 qu'on avait fait, là, où on présentait le podcast, on parlait de notre philosophie par rapport aux choses, notre point de vue. Il y a certains trucs qui sont classés comme des troubles dans le DSM, par exemple, là, le manuel des critères diagnostiques de santé mentale. Puis, ils sont pas classés comme des troubles parce que dans les faits, c'est des troubles, mais pour justement des raisons administratives. Donc, par exemple, le choix, par exemple, de ne pas mettre les agresseurs sexuels chroniques dans le DSM, c'est le fait que, mais la responsabilité, on ne veut pas déresponsabiliser dans un tribunal quelqu'un qui est chronique là-dedans. Tandis que, mettons, on pourrait, si c'est un diagnostic. Ou par exemple, une des raisons que j'avais vues pourquoi, mettons, la dysphorie de genre est encore dans le DSM, c'est pas parce qu'on juge qu'une personne qui a une dysphorie de genre a un trouble mental, c'est parce que pour la question des assurances, pour justifier que ça soit couvert, on est comme, on veut mettre que c'est pas un choix de la personne, c'est un besoin.
Ouais. Donc, quand tu nous nommes justement la notion de handicap par rapport à tout ça, en fait, ce terme-là peut être utilisé par rapport à tes droits, en fait, à tes besoins, mais doit pas non plus être utilisé de manière comme des limites que nous, on va te définir à toi. Ces limites-là, il y a toi qui les connais. Fait que, Juste avant qu'on commence à poser nos questions à Alexis plus précisément, pourquoi on a choisi de parler de la neurodivergence à la place de l'autisme très précisément? Oui, ben bonne question, Laetitia. En fait, là, je vous explique pourquoi on a choisi ça, en fait. C'est parce qu'on voulait pas non plus aborder la santé mentale puis faire juste des liens avec les critères diagnostiques ou les traits autistes. C'est pas ça qu'on voulait. En fait, le but de l'épisode, c'était avant tout là, de parler que, ben, en étant une neurodivergence, peu importe quelle neurodivergence qu'on a nommée, ça fait en sorte que tu matches pas toujours avec ton environnement. L'environnement n'est pas fait par et pour toi. Et la santé mentale, l'industrie de la santé mentale, ne fait pas toujours exception. Est-ce que les outils sont validés auprès des gens neurodivergents, par exemple? Est-ce qu'un outil qui s'adresse à de l'anxiété, mais a été validé, par exemple, pour une personne qui est une personne autiste? Pas nécessairement. Donc, c'est vraiment sous cet angle-là qu'on voulait aborder l'épisode. Ouais. C'est pour ça, en fait, là, qu'on jugeait juste de vous en parler là, au début. Puis en fait, tu sais, comme je disais, on t'a invité toi, Alexis, mais on aurait pu inviter quelqu'un qui a un TDA, on aurait pu inviter... Puis en fait, ça peut même être des possibilités là, pour des parties 2 ou 3 de cet épisode-là même. Oui. Puis si Alexis, tu voudrais un petit peu nous parler de la découverte là, de ta santé mentale. Tu sais, tantôt, je t'ai demandé peut-être un peu des signaux là, que tu avais. Tu sais, te parler un peu avec la nourriture, ou est-ce que tu ressentais des inconforts? Oui. En fait, je m'étais préparée avec les notes, mais c'était plus, tu sais, orienté santé mentale, plus que autisme. Ben, ça peut être, ouais, mais okay. Vas-y, comme si toi, t'avais plus été concentré sur autisme ou plus sur santé mentale, tu peux en parler. En fait, c'est parce que, c'est ça, t'étais quelqu'un d'autiste avant d'avoir ce diagnostic-là, fait en quelque sorte, même juste ton historique en termes de santé mentale est influencé par ça. Donc moi, vas-y. C'est bon. Donc, moi, j'ai commencé à avoir de la misère avec ma santé mentale à partir de secondaire 2, mais ça, c'est une histoire à part. Mais à partir de secondaire 4, j'avais tellement de travaux scolaires à faire à la maison et de difficultés à gérer ça que c'était extrêmement pénible. Ça a duré à partir du secondaire 4 jusqu'à ma 3e année d'université. 4e. Ouais. Par, comment on dit ça, pas par curiosité, tu as étudié à l'université en quoi? Plusieurs choses. Ah ouais? J'ai commencé par une session en génie électromécanique à l'UQAR. OK. Après ça, j'ai fait une session à la TELUC en administration des affaires, mais ça, c'était vraiment pas pour moi. Pas l'admin, mais le fait de lire, puis qu'il n'y a rien de la lecture, il n'y a pas de vidéo enregistrée, ça marchait pas. Après ça, j'ai fait 1 an en physique à l'Université Laval. OK. 2e session, j'ai coulé tous mes cours. J'étais bien willing de recommencer, mais je me suis dit, avant de me pitcher dans le mur, je vais regarder si c'est ça que je veux. Puis c'était pas ça que je voulais. Donc, j'ai été en administration des affaires. Ça a pris 5 ans avant d'obtenir mon diplôme. OK. Fait que j'aurais été 7 ans à l'université. Quand même. Wow! En tout cas, il y a quelqu'un qui a dû fréquenter beaucoup les cafés étudiants. Ou qui a dû profiter longtemps de son rabais étudiant, mais c'est vrai. Mais je m'excuse, je t'ai coupé, mais si tu veux continuer sur la découverte de ta santé mentale. Ouais, c'est ça que tu sais, ces difficultés-là sont restées durant jusqu'à ta 3e année d'université, je pense. Ouais, c'est ça. Où j'ai fait un voyage en Asie et la schizophrénie s'est pointée en Asie. En fait, elle était déjà là depuis le secondaire 4, mais j'ai eu un épisode psychotique
Puis j'ai été obligée d'annuler ma session à l'université où j'étais au Japon pour revenir me soigner. Ok. Tu voulais aller à l'université au Japon, Ouais, quand même. ouais. Mhm. C'était vraiment le fun. C'est sûr. Mais j'ai fait 2 mois et demi au Japon, dans cette université-là. Puis j'ai été obligée d'annuler la session. Là. J'ai pas été capable de la finir. Ouais, parce que c'était trop envahissant. Puis justement, j'imagine toute la question, mettons, médicale, les frais médicaux, tout ça, ça va être compliqué quand t'es à l'étranger, là, aussi. J'avais des assurances. Ok. Ouais. Ok, ouf. Ouais. Puis dans un sens, j'ai pas utilisé mes assurances, fait que peut-être que je suis encore couvrable si jamais je sors du pays. Parce que c'est pas évident de se faire assurer quand t'es schizophrène. Puis je pense que c'est aussi le même principe quand t'es autiste. Ouais. Je suis pas certaine, mais il me semble que j'ai entendu ça entre les branches qu'il y avait du monde qui s'était essayé, puis c'est compliqué. Mais dès que tu as une différence, que ce soit physique ou mentale, se faire assurer, ça coûte beaucoup plus cher. Là. Tu sais, des personnes qui ont une maladie dégénérative, cancer et tout, s'ils décident de prendre une assurance au moment qu'ils ont le diagnostic, les prix là, vont exploser. Là. Ok. Ouais. Ben oui, ok. Fait que, ouais. Premier épisode psychotique, est-ce que tu te sens à l'aise de peut-être nous en parler un peu plus? Ouais. En fait, l'élément déclencheur, c'est que mon voyage en Asie a duré 6 mois, puis j'ai été en Chine, après ça j'étais au Japon. Puis dans cette première fois que j'étais au Japon-là, j'ai été dans une auberge jeunesse qui, je ne le savais pas, mais était dans un quartier de prostitution. Ok. Puis je pense que j'ai été approchée par 2 messieurs japonais dans cette optique-là. Ils m'ont offert un breuvage que j'ai pas bu. Puis ils se sont mis à parler en japonais puis à me regarder de façon désagréable, pour dire comme ça. Puis finalement, je suis partie de là. Puis je suis allée dans un autre hôtel ailleurs. Mais ça a créé un stress immense. Puis j'étais rendue que je voyais un des 2 messieurs un peu partout. J'avais l'impression qu'il était là. Suivais, ouais. Puis c'est ça. Après ça, j'étais allée aux Philippines. Ça a bien été. Puis après ça, je suis retournée au Japon dans une autre région. Puis là, je voyais... j'ai rencontré 2 filles japonaises, visiblement. Puis là, j'ai remarqué des choses chez ces filles-là, des ressemblances avec d'autres personnes que je connaissais. Là, je me suis dit, voyons, pourquoi que... C'est-tu quelqu'un de la même famille? Puis que... En tout cas, je me posais beaucoup de questions, j'avais pas de réponse. Après ça, au fil du temps, il y avait des éléments qui s'ajoutaient, puis des éléments qui s'ajoutaient. Puis à un moment donné, j'étais comme convaincue qu'il y avait une organisation mondiale secrète qui m'observait dans le but d'évaluer mes compétences, ce genre de choses-là. Et tu t'en souviens tu sais, mettons, de l'histoire, là? Ouais. T'es capable encore de l'expliquer, là. Fait que là, à un moment donné, c'était rendu que même mes amis proches avec qui je me tenais tous les jours faisaient partie de cette organisation-là. Fait que là, à un moment donné, j'ai craqué, puis j'ai fait genre rentre à la maison, puis ça finit là. Puis en fait, ma mère était au téléphone avec l'ambassade. L'ambassade savait que j'avais ce problème-là. Fait que j'avais été les voir une fois, puis ils ont vu que ça allait pas. Fait que ma mère était en lien avec l'ambassade, puis elle m'a fait revenir gratuitement parce qu'en fait j'avais un billet ouvert. Fait que mon billet de retour il a été décalé. Fait que ça m'a rien coûté, ça m'aurait coûté 4 000 $ à revenir là, comme c'était là. C'était épouvantable. J'étais bien contente de pas... Vivement les billets ouverts. Quand tu as décidé de revenir, est-ce que c'était parce que tu avais peur, que des personnes, tu avais l'impression qui te recherchaient, qui te regardaient, ou parce que tu avais l'impression que il se passait quelque chose de pas normal, de pas... Ben, je me disais qu'il m'observait, mais il se passait rien, visiblement. Puis je me suis dit, moi, je suis pas quelqu'un de... Tu sais, je sais pas me battre, je suis pas quelqu'un de compliqué à disposer, mettons.
je me suis dit, si c'était pour arriver, ça se serait passé. Je savais que c'était pas ça qui allait se passer. Mais je me sentais pas exactement en sécurité. Puis j'étais tellement stressée avec ça que... Un peu des deux, peut-être. Ouais, c'est ça. J'imagine à un certain point que tu pouvais même plus profiter Exactement. de ce voyage-là, de cette session-là. Donc, en fait, là, ce que je voulais dire, c'est que la notion de paranoïa, qu'elle se trouve dans un trouble de santé mentale ou que ce soit une paranoïa hors trouble ou même, en fait, une paranoïa qui est normalisée. Souvent, je dirais, le risque avec la paranoïa, c'est que, tu sais, en original, la phrase « je fais confiance jusqu'à preuve du contraire ». Mais la paranoïa, c'est comme si c'était l'inverse. Je ne fais pas confiance jusqu'à preuve du contraire, mais la preuve du contraire n'existe pas. Il n'y a pas de preuve de comme, ben finalement, en fait, ces doutes-là sont pas avérés. Puis là, ben, je vais prendre l'exemple, un exemple peut-être plus commun qu'en fait, qu'on peut tous peut-être un peu comprendre, mais par exemple, ben, la peur de l'infidélité ou la peur de se faire laisser par un partenaire amoureux, il n'y a pas de preuve du contraire qui existe. Si tu as cette peur-là qui est valide, en fait, qui est fréquente, ben il n'y a pas de preuve de jamais il va faire quelque chose. Il y a des preuves de jusqu'à maintenant il l'a pas fait. Mais donc c'est souvent comme un des risques par rapport à tout ça, puis c'est malheureusement on doit faire comme on a une grosse responsabilité sur nos épaules d'être la personne qui la prend en charge cette paranoïa-là, la questionner de est-ce qu'elle m'apporte plus de négatif que de positif. Est-ce qu'elle me coupe des possibilités? Est-ce qu'elle met en péril peut-être même certaines relations que j'ai? Certains souvenirs même? Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, donc là, c'est ça, tu es revenu là, au Québec. Oui, puis là, j'ai même pas pu retourner chez moi après 6 mois parce que on m'a amené directement à l'hôpital. OK. J'ai resté là pendant 3 semaines. OK. C'était particulier, je m'ennuyais de la maison. C'est-tu durant cette hospitalisation-là que tu as reçu le diagnostic préalable? Parce que comme tu as dit, ça a évolué, c'est passé là, d'un... Ça a commencé par trouble délirant, mais elle n'était pas sûre que c'était ça. OK. Parce que mon cas était un peu particulier, peut-être en lien avec la neurodivergence. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé de la médication, j'avais pas l'impression que j'avais le choix, en tout cas, je l'ai commencé pareil. Puis avant que ça fasse effet selon les livres manuels qui disent que c'est censé faire effet après 2-3 semaines, mais j'ai comme réalisé que les infirmières, ils me voulaient pas du mal. J'ai comme eu un flash de lucidité, tu sais, hey, je suis à Montmagny, là, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de moi à Montmagny comparativement au Japon? Bon, pas que le Japon, c'est ça. Ouais. Après que tu as eu ce flash-là de lucidité, est-ce que, flash, parce que c'est survenu rapidement, mais est-ce que c'est demeuré comme cette lucidité-là? Ce flash de lucidité-là me fait comprendre que j'étais malade. À partir de là, j'ai collaboré. Ouais. Donc, je vais recommencer mon exemple. Le travail mental que j'ai fait, ça ressemble beaucoup à essayer de se faire dire en fait que la Terre est plate, puis que toute ta vie, toi, t'as pensé que la Terre était ronde, puis que t'as lu des affaires là-dessus, puis t'as des preuves, t'as voyagé en avion, t'as vu la courbure de la Terre, mais là, non, la Terre est plate, puis c'est ça la réalité, il faut que tu y crois. C'est déconstruire une croyance, là. Puis une croyance qui est quand même bien cristallisée, là. Exactement. C'est ça, c'est comme si en fait tu passes de comme... En fait, tu dois faire le choix, c'est en qui tu fais plus confiance, les autres ou toi? Je sais pas. non, mais c'est pas une question à répondre. C'est une question rhétorique, mais en fait, c'est comme si de se dire, hey, je peux même plus faire confiance à mes croyances en moi, je peux même faire j'ai même pu faire confiance en mes perceptions, en mes sens. Ouf! Ouais. Ouf! Puis après cette première hospitalisation-là, tu as dit que tu as aussi eu comme le diagnostic que tu as. Au début, c'était, je sais plus c'est quoi tu as dit, trouble délirant. Ouais, trouble délirant. Puis c'est comment que le diagnostic a été modifié? J'ai arrêté la médication. J'irais pas le recommander, mais ça a eu cet effet positif-là que tous les symptômes négatifs que j'avais sont tous réapparus.
Fait que là, j'ai compris que ça, c'était en lien avec ma maladie. Puis ma psychiatre, elle a dit, ben ça fait plus avec la schizophrénie. Puis aussi le genre de délire que j'avais. J'ai pas d'hallucination en pensant, c'est vraiment juste des délires de complot, puis un peu comme de la paranoïa. C'est grave. Ouais, toutes les. Non, moi aussi, je suis tellement. Je suis tellement écoutée que je serais même pas capable de dire que t'es rendu dans ta France. Oui, c'est ça. Donc, les troubles délirants, en fait, c'est que c'est beaucoup plus basé sur la réalité. Tu sais, mettons des espions. Tu sais, c'est des choses qui sont très improbables, mais qui sont théoriquement possibles. Mais quand on rentre, par exemple, dans le domaine du mystique, comme moi j'ai une croyance envers les anges, je n'étalerai pas ma religion ici, mais ça rentrait dans des délires de schizophrénie parce que tu sais, les anges ça n'existe pas. En théorie. Ok. Ah, mais c'est tellement intéressant parce que en fait, c'est ça, il y a des croyances que ben on va accepter en tant que société. Par exemple, justement, parce qu'on va être comme c'est de la spiritualité. Ça remplit une fonction de spiritualité. Mais c'est comme si on enlevait ce droit-là à la spiritualité à une personne qui a un diagnostic, en Exactement. fait. Puis, à un moment donné, j'ai changé de psychiatre, puis le nouveau psychiatre, il m'a dit « Mais tu as le droit de croire en ce que tu veux. » Puis là, je me suis lâchée aussi. C'est pas parce que t'as un diagnostic qu'on pourrait pas... C'est ça. C'est parce que la première, ce qu'elle disait, c'est t'as pas vécu dans un environnement qui favorise cette croyance-là. Tu sais, moi j'ai été élevée dans une famille catholique, je suis allée à l'école enseignement religieux, mes amis avaient des croyances plus différentes un peu, mais pas la mienne. C'est comme quelque chose de nouveau que j'apportais qui vient de nulle part. Puis avoir comme d'aller plus loin, je voulais juste faire de la petite parenthèse pour qu'on puisse définir justement c'est quoi un symptôme négatif. Parce que tu l'as nommé plus tôt, puis c'est quoi qui est propre là, justement là, aux troubles schizophrènes, mais peut-être qu'en fait là, les gens connaissent pas ça. Si tu veux... Oui. Ouais. J'attendais mon tour. La schizophrénie est caractérisée par des symptômes positifs et des symptômes négatifs. Il n'y a rien de positif dans les symptômes, mais ça s'appelle comme ça parce que c'est quelque chose que la personne a en plus qu'une personne qui n'est pas schizophrène a. Ok. Ouais. Non, c'est clair. C'est un ajout, en fait. Exactement, comme les hallucinations, les délires. Symptômes négatifs, c'est quelque chose que je devrais avoir, mais que je n'ai pas. Comme... En fait, moi, j'étais déprimée énormément. La médication a aidé ça, donc c'est comme un symptôme négatif. Ça se rajoute, mais non, c'est un symptôme négatif parce que ce qui me manque, c'est, si on veut, la joie, la bonne humeur, puis tout ça. Ça peut être aussi, par exemple, puis là, je m'excuse, je me rappelle pas là, du terme par cœur, là, mais d'être de moins parler. Ça peut être le fait de plus chercher ses mots, par exemple, de plus s'isoler. Donc, voilà. C'était la parenthèse. Merci beaucoup, Alexis. OK. Puis là, s'en est donc éventuellement suivi les questionnements plus par rapport là, à l'autisme. Et aussi, en fait, Alexis, ce qui est particulier dans ton parcours, en fait, c'est que tu as reçu ce diagnostic-là là, de troubles schizophrènes avant d'avoir reçu ton diagnostic d'autisme. Et en fait, ça a même nuit pour l'accès à ce diagnostic-là d'autisme. Oui, exactement. Parce que ma psychiatre, elle disait les troubles, pas les troubles, mais les symptômes que tu as, problèmes de communication, problèmes de socialisation, puis d'autres choses que je me souviens pas comme ça. C'est aussi des symptômes de la schizophrénie. Ouais. Donc, elle n'était pas capable de les différencier. Dans un sens, c'est un point positif parce qu'elle n'aime pas mettre de diagnostic trop facilement, contrairement à certains qui mettent des diagnostics qui ne devraient pas. Mais ça l'a quand même rendu difficile. Exactement.
ça fait que j'ai jamais pu passer par elle pour avoir mon diagnostic d'autisme. Il a fallu que j'aille au privé puis qu'on paye de notre poche. Je dis on parce que on est plusieurs à payer. Puis finalement, ben, effectivement, le diagnostic est sorti que je suis autiste. Donc, puis là, moi, toute fière, j'apporte le papier à ma psychiatre, puis la psychiatre, elle regarde ça, puis elle l'a quand même lu puis analysé, mais elle a rejeté le diagnostic en posant 3-4 questions sur le point de temps. Ok, donc selon elle, même avec le diagnostic d'un autre psychiatre, ben, je sais pas si c'était c'est un nom, ouais, c'est ça. Normalement, au privé, c'est plus neuropsy. Même avec le diagnostic du neuropsy, la psychiatre ne croyait pas. Exactement. Ok. Comment tu t'es sentie à ce moment? J'ai ressenti beaucoup de frustration. Puis je sais que pour une personne qui camoufle beaucoup comme moi, je connais aucune personne qui camoufle qui a réussi à se faire diagnostiquer dans le système public. Ouf! Et ça parle fort, hein? Commun comme une expérience. Parce que, en fait, là, le camouflage, aussi appelé le masking, c'est défini en fait comme tous les moyens qu'une personne neurodivergente va faire pour cacher qui elle est. En fait, ça va être une suradaptation à la société qui, elle, est neurotypique. Donc, ça va être, par exemple, dans certains cas, de développer, par exemple, des compétences sociales, genre, comme tellement élevées qu'on remarque quand même pas, en fait, que t'es différent. Puis, pourtant, c'est comme à double tranchant, parce que d'un côté, tu te fais implicitement et même parfois explicitement tellement encourager à le faire. Tu te fais punir si tu le fais pas. Mais que là, quand vient le temps de recevoir les services, là, tout d'un coup, c'est parce qu'il fallait pas que tu le fasses, là. C'est bien plus facile de diagnostiquer la personne qui le fait pas. Puis j'avais écouté un podcast qui parlait aussi les femmes TDAH, qu'il y avait moins de diagnostics de femmes TDAH. Puis la personne qui a un diagnostic quand même très tard, un petit peu comme toi, du TDAH, elle nommait, c'est qu'elle, toute sa vie, elle s'est tellement bien organisée pour rien oublier. Mais elle a réalisé que c'est pas tout le monde qui doit se faire une liste à chaque jour de 15, même pas heure par heure, aux 15 minutes, de tout devoir s'écrire toujours pour rien oublier. Quand elle a réalisé que c'est pas tout le monde qui faisait ça, elle s'est dit « Hey, ok, j'ai appris à bien me planifier. Tout le monde autour de moi nommait que je suis l'experte en organisation, en planification. » Mais c'est parce qu'en fin de compte, j'ai voulu cacher. C'est ça. C'est ça. T'es comme dans une lutte contre quelque chose, en fait, là. Exactement. Mais bon, donc c'est ça. T'as reçu ce diagnostic-là quand même, en fait, très tard. Puis une fois, mettons, que la frustration de la réaction de la psychiatre a été passée, est-ce que t'as constaté que ça du positif d'avoir tout d'un coup ce diagnostic-là? Oui. Ouais, hein? C'est d'un vraiment validant. Ça vient confirmer que tout ce que j'avais observé sur moi fit. Ouais, ça donne un peu des explications, là. Ben oui. Puis ça a aussi permis d'avoir des services au CRDI. Mais le CRDI, ça dépend des places, mais le premier CRDI auquel j'ai fait affaire... Est-ce que tu voudrais peut-être juste expliquer c'est quoi le CRDI? Si jamais il y a des personnes... Le CRDI, l'acronyme, c'est le Centre de réadaptation des déficiences intellectuelles. Normalement, il y a le TSA qui vient avec et troubles du spectre de l'autisme. C'est pour aider les personnes déficientes intellectuelles ou autistes à fonctionner. Puis à développer des outils pour combler les lacunes qu'on a. Donc, c'est ça. Donc, ça dépend des CRDI, mais le premier CRDI sur lequel je suis tombée, les deux intervenants ne connaissaient pas ni le masking, ni les meltdowns. Les meltdowns, moi, je sais pas c'est quoi. Ah, ben là, j'allais dire c'est donc bien gênant de leur part. Mais vous voyez, je pense que,
premièrement, pour m'excuser, je ne suis pas au CRDI. Non, mais, tu sais, dans mes cours, j'ai fait une technique. Oh ouais, c'est ça. J'ai fait mon bac. Ben, je finis mon bac, là, dans ce que j'ai tout eu les acquis que j'avais à avoir. On n'a pas parlé de l'autisme, là. J'ai pas eu un cours sur ça. Problème. Mais, non, je comprends. Écoute, encore une parenthèse dans une parenthèse, est-ce que tu acceptes de nous définir le meltdown, s'il te plaît, pour les petits et ceux qui nous écoutent? Je suis certaine que je suis pas la seule. J'avais défini ça comme une surdose d'émotions. Mais ça a été traduit officiellement, je pense, par effondrement autistique. Ouais. Ça représente, moi je le vis comme je l'ai défini, une surdose d'émotions. Autrement dit, j'ai tellement soit de tristesse ou de colère que j'arrive plus à fonctionner sur le moment présent quand ça arrive. Puis je peux dire des choses qui dépassent ma pensée. Puis je peux prendre des décisions aussi qui vont me nuire. Parce que tu vas être trop dans l'émotion. Là. Oui, parce que c'est vraiment souffrant. Puis que je veux que la souffrance arrête. Donc, dans ma tête, arrêter la souffrance, c'est enlever la cause. Donc, une rupture ou une démission. OK. C'est pas évident. Mais je trouve que tu l'expliques bien. Merci. Ouais. Oui, vraiment. Ouais. Absolument. OK. Donc là, ferme cette parenthèse. On ferme cette parenthèse-là. On revient à l'autre parenthèse de CRD. Oui. Là, à cette heure, j'ai déménagé, puis je suis dans une autre région, donc je suis dans un nouveau CRDI. La personne connaît c'est quoi le camouflage, puis le meltdown, puis les burn-out autistiques, puis je vais définir un burn-out autistique. Je me sens visée! C'est comme un burn-out régulier, mais c'est en lien avec des caractéristiques, des difficultés autistes qu'on a, comme par exemple si on va au travail puis qu'on est tout le temps en train de travailler avec un bruit de fond qui est dérangeant, trop de lumière, puis qu'en plus, il faut camoufler à fond parce qu'ils nous acceptent pas comme on est, éventuellement, on peut faire un burn-out autistique parce qu'on vit toutes ces agressions-là. Les gens font pas exprès, là, mais ça peut mener vraiment à un vrai burn-out, mais qu'on appelle un burn-out autistique. Puis je trouve ça le fun, pas le fun, là, mais que tu dis... Le monde ne le savent pas, puis tu sais, c'est vrai, là, j'étais une intervenante, puis je savais pas ces deux termes-là, tu sais, 3 termes, j'en connaissais 1 sur 3, tu sais, donc j'imagine pas les personnes, s'ils ont pas de proches qui vivent ça, tu sais, ils savent pas, eux autres, là, on est vraiment pas, puis je m'inclus là-dedans, mais... Outillés. On est vraiment... vraiment pas. Tu sais, la santé mentale, je trouve anxiété, dépression, bipolarité, on en parle plus, j'ai l'impression. Mais neurodivergence, un peu moins. C'est ça, exact. La Pourtant, c'est... excuse. Ah, mais non, vas-y. Pourtant, la neurodivergence, c'est quasiment rendu omniprésent, là. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup parce que on se conscientise un peu plus. Puis je pense que quand même, là, même si on peut encore beaucoup critiquer, on en parle plus. Parce que, contrairement à la croyance populaire, il n'y avait pas moins de gens autistes dans le temps, ou il n'y avait pas moins de gens de TDAH ou n'importe quelle neurodivergence. En fait, on le diagnostiquait pas. On n'en parlait pas. C'était... Puis... les gens, ils savaient peut-être même pas, en fait. C'était normalisé de certains points, là, mais... En tout cas, bref. Voilà. Non. L'autisme, tu sais, c'est un peu comme pour certaines personnes, c'est comme un handicap neurologique invisible. Fait que ça paraît pas. Puis ça, c'est... Comme on en a parlé un peu tantôt, tu sais, c'est en lien avec le camouflage.
On veut tellement pas avoir l'air différent qu'au final, on l'est comme pas à la surface, donc on passe inaperçu. Absolument. Parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes autistes qui vont vivre de la discrimination en étant plus jeunes, de l'intimidation, du rejet des pairs, peu importe. Puis en fait, là, comme mécanisme de survie, tu te dis, là, faut vraiment, vraiment que je le cache le plus possible que je suis différent. Tu sais même pas, tu sais même pas que ça porte un nom, des fois, mais tout ce que tu sais, c'est que tu ne rentres pas là-dedans. Puis que ça te rend malheureux ou malheureuse. Puis éventuellement, justement, ça fait en sorte que tu es peut-être diagnostiqué trop tard, puis les services adaptés que tu aurais pu recevoir, tu les reçois pas. Puis c'est souvent quelque chose qui revient, en fait, là, comme chez des parents qui se mettent ils se créent un blocage entre comme, je veux pas que mon enfant soit différent. J'avais tellement comme une vision que comme mon enfant, sa vie allait être privilégiée, facile, qu'il allait pouvoir accéder à telle opportunité, tout ça, que comme c'est un deuil très, très, parfois très anxiogène pour un parent de se dire, peut-être que mon enfant a des besoins particuliers. Fait que ça fait en sorte que des fois, en tant que parent, on va se bloquer puis se dire, non, tu sais, il est bien correct, tu sais, ça s'explique de telle façon, tel comportement. Sauf que, en fait, un besoin particulier, ça nécessite aussi que, comme, peut-être qu'en fait, tu prives ton enfant de se sentir plus adéquat. Peut-être que tu prives ton enfant de recevoir les services adéquats. Peut-être que tu prives ton enfant, par exemple, d'un plan d'intervention adapté à l'école qui lui permet de se dire que mes échecs scolaires répétés, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est parce que je pars de plus loin que les autres. Et donc, j'ai besoin de comme un peu plus que les autres pour réussir. Mais je suis autant capable de réussir, en fait. Puis, j'apporte une bémol aussi sur ce que j'ai observé. Les personnes qui sont diagnostiquées plus tôt sont moins fonctionnelles. Puis je soupçonne que c'est comme à cause de la stigmatisation, tu sais, c'est comme, t'es autiste, t'y arriveras pas, là. Oui, je vais faire ça à ta place, tu sais, des fois, oui, les besoins particuliers, je pense que de plus en plus sont très pertinents, puis tu sais, ils veulent redonner du pouvoir aux autres, mais je pense qu'avant, tu sais, que ça soit en santé mentale, en fait, tous les intervenants, j'ai l'impression qu'avant, on était un petit peu plus dans faire à la place de... j'ai mis 2 fois le mot à place. Plutôt que de montrer des outils, d'outiller les personnes à le faire par eux-mêmes. C'est ce que toi, t'as appris. Parce qu'en intervention, c'est fondamental de respecter l'autonomie. Parce que c'est un droit, l'autonomie, en fait. Puis il faut la respecter. Puis même là, mettons, tu parles d'offrir des outils. Même là, la personne a le droit de refuser tes outils. Elle a le droit de pas vouloir être outillée. Puis il faut vraiment ramener à ça. Puis je trouve ça intéressant que tu ajoutes justement l'aspect comme d'être moins fonctionnel. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a comme tellement d'hypothèses qui peuvent expliquer ça. Oui, de se faire poser une étiquette, ça fait en sorte que tu te fais traiter différemment. Tu te fais donner en fait moins d'autonomie. Mais en fait, tu sais, justement... Ça peut être aussi, parce que, tu sais, si tu t'es fait diagnostiquer plus tôt, c'est parce que tu fais peut-être moins de masking tôt aussi, ce qui t'a permis une accessibilité au diagnostic que d'autres n'auront pas. Il y a plein d'explications à tout ça, en fait, là, qui sont possibles, mais le point que tu apportais, là, très, très pertinent à prendre en compte, là. Oui, ça m'amène à ma deuxième question, qu'on avait notée en fait, là, même s'il y en a eu plusieurs micro-questions entre-temps. Là. Alexis, est-ce que tu te sentirais à l'aise de nous parler / nous décrire à quoi ressemble une mauvaise phase pour toi? C'est une surcharge d'émotions, mais pas nécessairement là-dedans, mais ça peut être que j'en ai trop sur les épaules parce que en fait, en tant qu'autiste, j'ai une caractéristique qui s'appelle l'alexithymie. J'ai pas inventé ce mot-là, c'est pas à partir de moi. J'avais même pas fait le lien. Parce que alexie veut dire incapacité à lire et thymie veut dire émotion. Ça peut être autant les miennes que celles des autres. Ce qui fait que ça vaut aussi pour la fatigue. Je ne ressens pas la fatigue. Jusqu'à temps que je crache dans le mur. Ta batterie soit à 0. Exactement. Donc, j'ai énormément d'énergie, puis là, j'en prends encore, oui, je suis capable, mais à un moment donné, tu sais, juste avant, là, les semaines avant, je commence à le sentir, là, faut que j'arrête, là, parce que je sais que ça s'en vient.
Mais sinon, c'est de la pratique. Parce que... c'est ça, t'as appris à reconnaître les signaux qui te disent là, je commence à être un peu plus fatiguée, j'en ai pris beaucoup, faudrait que je ralentisse. Là. C'est ça. Fait que là, tu sais, comme là en ce moment, je suis vraiment fatiguée. Puis, le mur, je l'ai frappé, là. Donc, Parce qu'en fait... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas grave. En fait, c'est parce que plus que t'attends longtemps comme avant de te recharger, reprendre des forces, plus ça va te prendre longtemps pour te remettre sur pied. Puis tu sais, c'est comme à double tranchant des fois, là, de trop étirer ce qui nous reste d'énergie, de pas s'en rendre compte. Puis en fait, là, tu parles, mettons, là, en termes de besoins là, pour le repos, pour le sommeil, mais c'est aussi des fois, par exemple, présent pour les besoins au niveau de l'alimentation, de se nourrir, en fait. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Ouais. Est-ce que dans ton cas, c'est le cas aussi? Non. Non? Moi, j'ai faim. J'ai soif, j'ai envie de dormir. Mais la fatigue plus à long terme, celle-là, je la sens pas. Puis la colère non plus, je la sens pas, à moins d'être extrêmement en colère sur le bord d'un meltdown. Ouais. C'est un peu dans le... je vais dire entre guillemets tout ou rien. Là. Exactement. Ouais. C'est ça, en fait, théoriquement, il y a une gradation, mais on la ressent pas. Exactement. Que, tu sais, c'est comme si ça demande une certaine vigueur de comme être genre, OK, là, je regarde, puis ça vient pas naturellement, en fait, que comme on commence à moins bien aller. Il faut vraiment prendre le temps, là, puis l'énergie de le constater. En fait, parce que je le mets un peu plus tôt pour ce qui est comme des besoins peut-être plus physiologiques, parce qu'on peut faire, dans la neurodivergence, il y a soit l'hyposensibilité, des fois, ou l'hypersensibilité, mais il y a aussi le fait justement de pas reconnaître justement ces signaux de faim, de pas reconnaître ces signaux comme vraiment de fatigue physique, ou à l'inverse, oh mon Dieu, je vais me tromper dans le terme là, en tout cas, je vais même pas essayer de le dire, je pense. Mais c'est proception ou proprioception, quelque chose qui ressemble à ça. Je pense que c'est la proprioception. Proprioception. Oh my god, merci Alexis. Oui. Donc c'est ça, il y a soit, mais il y a aussi la proprioception. Proprioception. Il y a aussi la proprioception. C'est rare que t'aies de la difficulté à dire des termes. Tu l'as coupé, elle vient de le dire. Parce que normalement, c'est moi. Ah, mais j'ai énormément Moi, j'ai aucune... C'est ça que je dis tout le temps aux gens, là. C'est que je pense quand même avoir quand même un minimum d'intelligence, mais j'ai aucune mémoire pour les termes, pour les dates, ni rien. Genre, tout ce qui est comme vraiment des concepts. J'admire les gens qui sont capables de se rappeler du mot pour mot. Puis moi, là, je suis pas bonne... Ben, pas que je suis pas bonne à l'école, mais j'étais pas bonne à l'université parce que c'était tellement des mots pour mot, puis tout, j'aurais aimé ça, du par cœur, puis j'aurais tellement aimé ça avoir ça, j'aurais pu accéder au doctorat. Mais bon. Faisons un épisode. Sandrine en détresse. C'est elle qui pleure en regardant son bac en étant comme t'aurais tellement été plus beau si t'avais eu un jumeau, hein. En tout cas, bref. Proprioception. Oui. Donc, ou il y a à l'inverse la proprioception, qui en fait là c'est de extrêmement les remarquer ces signaux-là. Donc, chez une personne neurodivergente, par exemple, la faim peut être insoutenable. C'est pas que t'attends trop longtemps et donc quand t'as faim, t'as très très faim. C'est que dès que t'as faim, t'es comme OK, il faut vraiment que je comble ce besoin-là. Genre vite. Puis, mettons, dès que t'es fatigué, il faut vraiment que je puisse aller dormir. Ce qui crée comme une sorte, en fait, d'anxiété quand c'est le cas, parce que t'es comme, est-ce que, par exemple, dans un environnement différent, je vais être capable de répondre à tous mes besoins? Est-ce que, mettons, par exemple... Ça passe trop vite! Ouais, il va falloir, parce que même si on fait 2 épisodes, ouais. on est proche sur 45 minutes sur les 2, là. Ah ouais, ok. Fait qu'on est à 15, là, fait que je le laisse-tu à 15? Parce que 25 plus 15 plus Non, 40. laisse-le à 15, on va clore, puis écoute, au pire, là, on fera un... C'est pas grave, en fait, qu'on fasse toutes les questions. En fait, je te demande à toi, y a-tu peut-être des questions que tu aurais aimé comme prioriser, d'être comme, celle-là, genre, vraiment, j'aimerais ça y répondre, ou ça peut être aussi indifférente par rapport à ça, là.
Peut-être la dernière. OK. Les stratégies que tu utilises pour gérer le stress. Diagnostic d'hypersomnie. OK. Donc, j'ai besoin de beaucoup dormir. Fait que quand ça arrive, c'est insoutenable. C'est vraiment souffrant de devoir rester réveillé quand j'ai envie de dormir. OK. Oui. Puis j'imagine que ça doit te créer une sorte de relation avec le cadre qui est difficile parfois parce que, par exemple, un emploi qui te demande d'être des heures fixes, ben là, t'es comme, ouais, mais par exemple que je fais de l'insomnie puis j'ai besoin de dormir plus pour récupérer, ben c'est pas possible s'il y a aucune flexibilité. C'est pas aussi instantané que ça. Mettons que... Parce que moi, j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Si je dors mes 10 heures de sommeil pendant plusieurs jours d'affilée, je peux me permettre une nuit d'insomnie puis quand même être fonctionnelle. Sinon, ce que je fais, si je m'endors vraiment trop, mais je peux pas le faire à tous les jours malgré que je m'endors à tous les jours, c'est que je prends des pilules de café. OK. Parce que je ne bois pas de café, je déteste le goût. OK. Fait que ça... pour t'aider à rester réveillé. Puis c'est vrai aussi que le mode de vie n'est pas fait pour tout le nombre de sommeil qu'on a besoin. Là, chaque personne, c'est différent. Puis c'est sûr que si tu as 10 heures de sommeil, si jamais tu as un emploi qui est un 7-8 heures, si tu as le transport, il te reste plus beaucoup de temps pour faire des activités là, qui te plaisent. Là. Non, c'est ça. Absolument. Dernière question, parce que ça passe trop vite, mais c'est quoi tes stratégies pour gérer ton stress? Dans le fond, quand j'arrive à la maison, je fais mes affaires, le souper, la vaisselle, tout ça. Puis je me garde 1 heure. En fait, ça dure 1 heure là, en général. Là. C'est pas que je me le réserve, c'est que je le prends puis je me couche après. Tu sais. Pour socialiser, par exemple, sur Messenger ou regarder Netflix. Ça me permet tellement de décompresser. Des activités qui te font du bien puis qui te font pas penser à plein de choses. OK. Puis, est-ce que tu as d'autres stratégies que tu aimerais nous partager? Oui. Ben, j'ai comme d'autres activités que je fais, mais ça prend de l'énergie parce que c'est de la socialisation plus par vidéo, donc ça nécessite un contrôle du ton et de tout. Mais il y a Autisme Chaudière-Appalaches qui a fait beaucoup d'activités de socialisation par Teams, ou Zoom en fait, peu importe, à distance. Ça, c'est vraiment agréable. J'y vais plus depuis un bout, par exemple, là, parce que faut que je me repose. Là. Puis la traversée aussi. La traversée? Mais qu'est-ce que la traversée? OK, ben c'est le fun en fait, parce que même si des fois ça demande de l'énergie, d'une autre manière, ça en donne aussi, ça répond à un besoin également, en fait, la socialisation. Oui. Puis, dernière micro-question, premier jeu. Vas-y. Mais est-ce que tu remarques une différence là, en termes de l'énergie que ça te demande de socialiser quand tu es avec quelqu'un qui a également un diagnostic d'autisme ou de neurodivergence versus avec une personne neurotypique? Je vois pas vraiment de différence. La différence, ce serait plus si la personne, c'est une personne, en anglais, ils disent safe, qui me jugera pas, que je suis proche. Ça va me donner beaucoup d'énergie. Si c'est une personne que je connais pas, il y a de l'anxiété qui rentre. Est-ce qu'elle va me juger? Parce que moi, je suis hypersensible. Fait que le moindre jugement, je le ressens. Ça me fait mal. Là. Ben, c'est des super beaux trucs, Alexis, puis je suis profondément heureuse, honnêtement, que t'en as trouvé qui te correspondent comme ça, puis que t'arrives également à maintenir, en fait, parce que c'est ça. Ben, je vous remercie, les filles, pour ce bel épisode-là. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. On aurait tellement continué encore de parler de la neurodivergence, puis je pense qu'on a pu faire un beau mélange aussi avec vraiment comme en lien avec la santé mentale. Puis je pense que ça va pouvoir... en tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Puis tu sais, comme je disais, je suis intervenante, puis j'en connais pas tant que ça par rapport à la neurodivergence. Donc, tu m'en as appris beaucoup. Ah, absolument, là. Puis c'est tellement comme... Faut toujours garder une ouverture parce que, ben moi, j'en ressors de cet épisode-là enrichi.
ça va me rester. Ben, à chaque épisode, j'en sors enrichi, mais surtout quand c'est des témoignages, en fait. Puis je pense surtout en intervention, faut jamais s'asseoir sur ses lauriers. Il y a tout le temps moyen, quand tu écoutes le vécu de quelqu'un, d'apprendre. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup, Alexis. Oui. Puis on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode.